On va peut-être commencer pour pouvoir tenir le timing. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur le recyclage mécanique des textiles. Et le but est de faire un état de l'art du recyclage mécanique de ces textiles et des différentes innovations qu'il y a dessus. Donc, on est ensemble pour une petite heure. Manisha, est-ce que tu peux passer la diapositive, s'il te plaît? Et ce webinaire, du coup, sera enregistré. Un replay sera disponible à l'issue de ce webinaire. Si vous voulez le reconsulter ou le transmettre à d'autres personnes de vos entreprises ou de votre cercle professionnel. Après le temps de présentation qui va durer 45-50 minutes, on enchaînera sur un temps de questions-réponses. Les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, on les récupérera et on vous transmettra à l'issue de la présentation un document où on aura répondu à toutes les questions par écrit. Et la présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire et on aura un questionnaire de satisfaction pour vous consulter et savoir s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on vous adresse sous format de webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Manisha, qui est du CETI, qui va présenter le CETI et se présenter et qui va faire la présentation sur ces technologies de recyclage mécanique des textiles. Manisha, je te laisse la parole. Merci Antoine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Manisha Marival et je suis responsable de l'activité économie circulaire et recyclage au CETI. Donc aujourd'hui, nous nous pencherons sur le recyclage mécanique et le programme sera le suivant. Donc on va introduire le CETI, hein, et ensuite, tout de suite, on va parler de recyclage. Qu'est-ce que c'est le recyclage? Pourquoi on doit recycler? Le recyclage mécanique, qui est le sujet de webinaire aujourd'hui, les différentes étapes du recyclage, les matériaux qui peuvent être recyclés mécaniquement, les débouchés, les freins à lever et à la fin, la conclusion. Donc, très brièvement, qui nous sommes. Donc, le CETI, c'est le Centre européen des textiles innovants et nous sommes un centre de recherche appliquée et d'innovation. Nous existons depuis 11 ans maintenant. Nous travaillons pour les vêtements professionnels, les EPI de sport, de la mode et du luxe pour la mutation digitale et durable de la filière textile élargie. Nos expertises sont les suivants: le recyclage, bien entendu, les transferts industriels, la formation. Nous travaillons également sur les matières alternatives et innovantes. Et la fin, c'est l'éco-design et l'éco-conception. Donc, j'aimerais bien commencer par qu'est-ce que c'est le recyclage. Ça, pour moi, c'est vraiment la base à comprendre parce qu'aujourd'hui, le mot recyclage est vraiment utilisé à tort et à travers. Donc, vraiment, j'insiste sur la définition et ça, c'est la définition qui est donnée par la Commission européenne. Donc, pour qu'un produit soit considéré en étant recyclé, il faut qu'il passe par un retraitement. Ça, c'est très, très important. Je vais juste enlever une photo pour que je vois mieux. Donc, toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en produits, matériaux ou substances, que ce soit à des fins initiales ou à d'autres fins, va être appelé recyclage. Et dedans, on ne peut pas, donc tout ce qui est bien sûr réutilisation, ce n'est pas le recyclage, même si des fois le mot est utilisé. Et aussi la récupération d'énergie. Donc, tout ce qui est CSA n'est pas non plus le recyclage. Alors, pourquoi recycler? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a paru en 2015, qui a montré que pour 100 kilos de déchets textiles, il y a seulement 1% qui est recyclé d'une manière circuit fermé. Donc, dans le recyclage, il y a la notion de nous allons utiliser le produit qu'on va recycler pour les mêmes fins. Donc, ça, dans ces cas-là, c'est un closed loop recycling, la boucle fermée. Et sinon, on peut l'utiliser pour d'autres fins. Et dans ces cas-là, ça sera un open loop recycling. À titre d'exemple, quand aujourd'hui, le polyester recyclé que nous utilisons dans le textile, en fait, ça vient des bouteilles et en fait, c'est un open loop recycling. Nous n'avons pas du tout utilisé les déchets textiles pour créer derrière du textile. Donc voilà, le constat est assez sombre et là, je vais laisser Antoine présenter la situation du recyclage en France actuellement. Oui, c'est important de présenter les chiffres en France. Donc, Manisha, je peux te laisser faire apparaître le Ah, premier pardon, désolé. graphique, hein, pas de problème, qui en fait montre qu'en France, à aujourd'hui, en 2022, on a eu une mise en marché de 827 000 tonnes et seulement 31% ont été collectés cette même année.
Sur ces 31%, il y en a une seule partie qui a été triée parce qu'en fait, une partie de la collecte a pu être cédée à des opérateurs de tri qui ne sont pas conventionnés chez Refashion ou qui a été revendue directement par les acteurs de l'ESS, entre autres. Donc, en tout, en 2022, ce sont 23% de la mise en marché qui ont pu être triés et du coup être orientés vers des voies de valorisation. Sur ces 23%, il y en a une très grande majorité dans la filière du textile, d'habillement et du linge de maison et des chaussures qui est orientée vers des circuits de réutilisation. Donc, en France et à l'étranger. Et ensuite, du coup, vient le recyclage. Donc, en France, sur la partie collectée en France, ce sont 31,3% qui ont pu être recyclés, donc que ce soit en boucle fermée ou en boucle ouverte, donc faire des nouveaux produits. Donc, la matière de ces produits a pu être valorisée en de nouveaux produits. Vient ensuite ce qu'on va appeler la valorisation énergétique, où en 2022, il y a 8,2% qui ont été utilisés pour créer du combustible solide de récupération. Donc, c'est la création de granulés pour être brûlés pour produire de l'énergie, entre autres dans la cimenterie, et 0,5% qui ont été incinérés avec une valorisation énergétique. À aujourd'hui, sur la collecte en 2022, il y avait seulement 0,5% de ce qui était trié qui était éliminé, donc soit incinéré, soit enfoui, sans aucune valorisation. Et l'objectif est, avec l'augmentation de la collecte qui arrive, pour atteindre une collecte de 60% de la mise en marché en 2028 et de pouvoir garder le plus possible de recyclage et de réutilisation de ces produits et faire en sorte que cette incinération sans aucune valorisation n'augmente pas trop. Manissa, je peux te laisser continuer. Merci beaucoup. Donc, on reste toujours sur la question de donc, pourquoi recycler. Donc, premièrement, c'est un énorme potentiel des ressources. Donc, on a bien vu que au niveau mondial, il n'y a que 1%. Des fois, maintenant, on parle aussi de 2% qui sont recyclés en boucle fermée et 73% qui sont incinérés ou enfouis. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on en jetons, c'est vraiment une ressource qu'on jette. Donc, demain, si on les recycle, ça devient une potentielle ressource. Deuxièmement, il y a le changement climatique et la raréfaction des ressources. Les deux sont liés. Je vous explique. Avec le changement climatique, le rapport Coton 2040 a clairement dit que ici, horizon 2030 à 2040, nous allons voir une baisse de production de coton de 30 à 40% liée à le changement climatique. On a déjà vu des exemples, par exemple l'année dernière, les inondations au Pakistan, et cette année, c'était les États-Unis qui ont aussi vu une baisse de production liée au coton. Tout ce qui est viscose, ça vient des bois, hein, donc avec les feux récurrents, on va avoir aussi une baisse de cette ressource et dernièrement, 70%, entre 60 et 70% des matières qu'on utilise aujourd'hui, ça vient de pétrochimie, donc par exemple le polyester, le nylon, et on a déjà vu le pic de la production de pétrole, donc maintenant on est sur une baisse. Donc, le changement climatique va faire que tout ce qui est naturel, on va voir la raréfaction et le pic de production va faire que ça aussi, il y aura une raréfaction. Donc, il va falloir trouver des ressources et le recyclage peut donner ces ressources. La législation, donc, je mets les trois ensemble. La stratégie textile de l'Europe présentée en avril 2022 met un très fort accent sur l'utilisation des matériaux recyclés et recyclables. Actuellement, le ESPR, c'est l'Eco-Design for Sustainable Product Regulation, ils sont en train de l'écrire actuellement et encore une fois, avec un très, très fort accent sur les matériaux recyclés. La loi AGEC en France pousse également l'industrie vers le recyclage et demande de ne pas détruire les invendus, et ce sera le cas pour toute l'Europe bientôt. Et la révision en 2018 de la directive cadre sur les déchets exige que tous les États membres de l'Union européenne veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour la collecte séparée des textiles mis au début d'ici le 1er janvier 2025. Donc, actuellement, c'est que la France qui fait ça et aussi Pays-Bas qui ont commencé, mais tous les États membres doivent mettre en place des systèmes de récupération et ensuite de recyclage ou même la réutilisation.
Les bénéfices du recyclage, donc ici je vais vous citer un rapport, une étude que McKinsey a publiée en 2022 sur le recyclage avec des résultats très positifs sur le recyclage qui dit que bah voilà, ça peut être une création de ressources. Il dit si on passe de 2 à 18% un scénario de base ou jusqu'à 26, ça c'est le scénario le mieux, cela permettrait de créer une économie circulaire dynamique en réintégrant les ressources dans le cycle économique des matériaux. C'est aussi un créateur d'emplois. On peut tabler sur 15 000 nouveaux emplois d'ici 2030. En fait, les produits issus de recyclage ont vraiment une empreinte écologique qui est moins importante. Je vous donne un exemple ici, la CV sur le recyclage mécanique que nous avons fait au CETI, hein, porte à porte, c'est-à-dire que la partie qui était fait au CETI, donc en utilisant 60% de recyclé, donc 60 R c'est le recyclé, et 40% de vierge versus un coton vierge, la fibre avait 65% de CO2 en moins. La eutrophication, c'était 46%, on a eu un gain, et utilisation d'eau, 54% de gain. Donc, on est autour de ce, par rapport, en fait, si vous allez avoir 40% de recyclé, vous allez avoir, par exemple, 40% de gain en CO2 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des résultats de cette team. Il y a eu beaucoup d'études qui ont bien démontré qu'il y a une empreinte écologique qui est bien meilleure. Maintenant, nous allons partir sur voilà, quels sont les processus de recyclage. Il y en a trois. Hein, le recyclage mécanique, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, le recyclage thermomécanique et le recyclage chimique. Je pense qu'il y a déjà eu un webinaire sur le recyclage chimique. Donc, le recyclage mécanique, c'est la technique la plus ancienne des trois. Et la technologie remonte à 1813, hein, quand un monsieur qui s'appelait Benjamin Law au Royaume-Uni qui a inventé le procédé. Et aujourd'hui, il y a encore des petites régions en Europe où le recyclage mécanique est fait. Et le plus connu, c'est Prato en Italie, où on recycle vraiment de la laine. Le recyclage thermomécanique, c'est la technologie qui permet de recycler les matériaux synthétiques comme le polyester, le nylon, le polypropylène, et nous allons avoir un webinaire vers début décembre sur ce sujet. Et le recyclage chimique, comme je disais, on a déjà vu ce sujet avec Refashion avant. Ici, je vous présente la cartographie des voies de recyclage de Refashion. Antoine, on va en parler ou c'est assez dense, on laisse les participants regarder Oui, quand c'est on ça. aura le C'est un document qui est assez dense, qui présente du coup ces trois grandes voies de recyclage avec les différentes étapes et des exemples de débouchés pour chacune de ces voies. Donc, on vous a mis le lien. N'hésitez pas à aller la consulter pour avoir voilà, une idée de ce qui est possible de faire dans ces trois voies de recyclage. Et pour la voie du recyclage chimique, n'hésitez pas à aller voir les replays des deux webinaires qu'on a fait sur le sujet qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc là, voilà, comment ça se passe le recyclage? Avant le recyclage, quelle que soit hein, la technique, que ce soit le recyclage mécanique, le recyclage chimique ou le recyclage thermomécanique, il faut préparer. Il faut préparer le gisement pour que ça puisse être recyclé. La première étape, c'est l'identification. Ici, on parle vraiment d'identifier le produit pour orienter vers le bon processus de recyclage, mais en fait, même avant, ce sera identifié pour que si le produit peut aller pour une réutilisation ou ça va aller dans le recyclage. Et ça, c'est fait complètement manuellement. Donc, c'est des personnes qui connaissent aujourd'hui la valeur des produits ou qui peuvent identifier quel est le produit qui peut aller dans le recyclage ou pas et qui vont les séparer. Et on peut séparer en 400 sous-groupes. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, c'est des personnes comme vous et moi, on travaille dedans. Le démantèlement, donc ça, c'est déconstruire un produit pour séparer les matériaux en vue de leur recyclage. Donc, quand en fait, on va recycler un textile, il faut que ce soit un textile pur qui rentre dans le système. Je vous donne un exemple avec mon manteau ici. Par exemple, si vous avez le manteau, faites ce qu'on va faire.
c'est qu'on va enlever toute la partie métallique, donc tout ce qui est zip, tout ce qui est bouton en plastique, peut-être même la fourrure, même c'est même pas un bon exemple, mais tout ce qui peut, qui n'est pas textile, on va l'enlever. Et même des fois, on va enlever la textile, par exemple, si vous avez des broderies qui sont très dures, qui sont assez massifs, on va l'enlever parce que ça va pas, au moins dans le recyclage mécanique et thermomécanique, ça va pas passer. Donc, on va couper toutes ces parties, ce qu'on appelle les hard points dans le recyclage. Et cette partie aujourd'hui, c'est donc manuel, beaucoup manuel, et c'est des entreprises qui emploient des gens dans la réinsertion. Mais plus en plus, on voit aussi des technologies comme le piqueur de la roche ou le trim clean de Valbon ou cleaning below. Ce que ces machines vont faire, c'est qu'ils vont couper la matière en petits morceaux et tout ce qui va être plus lourd va être séparé parce que la machine considère que c'est plus lourd que le reste parce qu'il y a une partie métallique ou plastique et des fois il y a aussi les machines qui vont détecter le métal et donc ça va être séparé. Voilà, mais voilà. Ensuite, détection et tri. Donc je vais mettre les deux ensemble. Non, je peux pas. C'est pas grave. Donc détection. Donc qu'est-ce on va détecter? Donc on va détecter quelle est la couleur et on va séparer par couleur. Après, tout peut aussi dépendre du cahier de charge de client, mais en général, dans le monde de recyclage, on sépare par couleur, donc les blancs avec les blancs, noirs avec les noirs. Comme ça, quand on va obtenir un fil, on n'a pas besoin de retendre, ou si même si on a besoin de retendre, c'est une couleur on n'a qu'une seule couleur. Et donc, beaucoup de manuels dedans, mais aussi les technologies comme les RFID et les NIRS, et je vais en parler sur le slide suivant. Et ensuite, le tri. Ça, c'est très important, la gizmo par composition, parce que au moins, dans le recyclage mécanique, c'est bien très important. Dans le recyclage thermomécanique, c'est encore plus important. Et pareil pour le recyclage chimique, il faut que la recycleur sache quelle est la composition qui rentre dans ces machines. Donc, pareil, aujourd'hui, il y a une partie qui est manuelle, mais en utilisant plus en plus les technologies comme la RFID et la NIRS. Et l'étape suivante, c'est de les préparer pour envoyer chez le recycleur. Donc, qu'est-ce que c'est les deux technologies? Donc, le RFID, c'est ajouter une étiquette radio qui sera ajoutée au vêtement, hein, qui permettra de stocker des informations et de les récupérer à distance. C'est une bonne technologie, pas très coûteuse et qui peut être très fiable si on a des bonnes informations sur l'étiquette, mais c'est peu utilisé et la généralisation peut prendre du temps. Il y a certaines entreprises qui l'utilisent quand elles récupèrent eux-mêmes en fait certains de leurs produits et donc pas besoin de regarder l'étiquette ou passer par un spectroscope. La deuxième, ce qui est utilisé plus, c'est la Near Infrared Spectroscopy. Qu'est-ce que c'est? C'est une onde électromagnétique qui est envoyée vers l'échantillon. Et la onde va ensuite regarder quelle est la structure chimique. Et par rapport à la structure chimique, on va dire si c'est du coton, si c'est du polyester, si c'est du nylon, et ça sera séparé. On va vous montrer une vidéo juste après, mais on tente de parler d'études refashion 2 secondes. Oui, exactement. Pour en savoir plus sur ces technologies de détection de la matière et de reconnaissance, Refashion a mené une étude qui est sortie cette année, qui est un état de l'art de toutes ces technologies, donc de tri optique, de reconnaissance, de tri et de délissage, pour faire le lien avec la slide que Manisha a présentée juste avant, qu'on a sorti cette année. Donc, vous avez le lien sur la présentation, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez en savoir plus sur les autres technologies qui existent à ce sujet. Donc voilà, maintenant, une petite vidéo de comment ça se passe en fait dans les centres de tri.
Donc, en fait, c'est pas du tout un pub pour Picvisa. J'ai juste trouvé la vidéo que j'ai trouvée assez Oui. parlante qui expliquait bien hein, comment ça marche. Donc, Je me permets juste une petite précision, Manisha, par rapport à ça, que ces mhm, technologies de tri automatique, en fait, ce sont des nouvelles technologies et qu'en France, à aujourd'hui, le tri est encore fait majoritairement manuellement manuellement, ouais. parce que ces technologies sont assez récentes et n'ont pas encore été installées dans les centres de tri et seulement quelques centres de tri sont équipés dans d'autres pays européens à aujourd'hui. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est très manuel et il y a certains pays qui aimeraient bien garder au moins la partie couleur et l'identification du gisement, que ça reste manuel et même la démantèlement parce que ça donne de l'emploi hein, pour une partie de la population. D'autres pays qui disent il faut absolument, bah, surtout où la main-d'œuvre est très très chère, ils veulent que ça soit automatisé. Même la spectroscopie aujourd'hui a ses points faibles. Hein. Déjà, il n'est pas complètement fiable. Et par exemple, entre un viscose et un coton, il a un petit peu de mal je ne parle pas de tout, hein, mais je généralise un petit peu. Donc, des fois, on peut avoir des problèmes à détecter les dos. Dès qu'il y a des produits qui ont une doublure ou même voilà, triple épaisseur, la machine ne sait pas comment détecter. Donc voilà, mais c'est des technologies qui vont arriver. Il y a beaucoup de centres d'R&D qui sont en train de travailler sur ces sujets parce que si demain il y a beaucoup plus donc si on va tripler en législation ou même voire 10 fois, si tous les pays européens commencent à mettre en place les systèmes de récupération séparés, donc il va falloir que tout le monde travaille ensemble, et bien le côté manuel et le côté technologique. Maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes du recyclage mécanique. Donc, une fois que nous avons préparé et on a séparé par couleur et par composition, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et la machine qui coupe le produit ben, s'appelle la coupeuse, tout simplement. Donc, on va couper horizontalement et verticalement. Donc ça, encore une fois, ça reste aussi une étape qui est commune que ce soit le recyclage mécanique, thermomécanique ou le chimique. Une fois qu'on a coupé, nous allons commencer à faire l'effilochage. Donc, effilochage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le défibrage. Donc, vous avez un tissu donc ici, nous avons un tissu et en fait, il y a parce qu'il commençait à la défibrer comme ça pour récupérer les fibres et donc en général il y a 4, 5, 6 cylindres et chaque cylindre va essayer de récupérer le maximum de fibres possible parce que c'est ces fibres que nous allons ensuite réutiliser pour faire le recyclage. Et donc, voilà la fibre. Sachant qu'à cette étape, nous n'allons pas récupérer 100% de ce qu'on a mis dans la machine. Donc, il y aura une perte. Donc, cette perte va dépendre, le pourcentage de perte va dépendre de qualité de matière qui est rentrée. Donc, ça peut être très peu, comme 5%, ça peut être jusqu'à 15-20% aussi. Donc, nous allons récupérer les fibres et donc, ces fibres, on va les ensuite vérifier pour leur qualité. Donc, surtout, quelle est la longueur de ces fibres. Ça, c'est vraiment le paramètre qui est le plus important. Donc, on va regarder la longueur, on va regarder si c'est bien ouvert, l'ouverture de ces fibres et il y a d'autres paramètres aussi, mais on va rester simple ici. Et en fonction de cette qualité de fibre, nous allons décider combien de vierges nous allons mettre dedans pour ensuite, donc il y a cette recette de la fibre est assez longue, donc est-ce que je peux mettre moins de vierges ou la fibre est assez petite et donc je dois mettre plus de vierges pour compenser la perte des propriétés mécaniques qu'on a eues pendant l'effilochage. Par exemple, vous avez un produit qui n'a jamais été, on va appeler post-industrial pre-consumer. C'est-à-dire que quand vous avez coupé votre petit t-shirt, donc il y a des petites chiquettes qui restent. Ça, c'est une très bonne qualité en général. Et donc, la fibre que vous allez, admettons que c'est du coton, vous pouvez obtenir des fibres jusqu'au 20, 21 mm, voire même un petit peu plus. Ça va dépendre des centres qui le traitent et combien ils sont avancés. Maintenant, on parle de quelque chose qui a été très lavé.
qui était utilisé pendant 4-5 ans avant que ce soit mis dans le ben. Et donc, la fibre que nous allons obtenir, ça peut être même, dans le cas du coton, 15, 16, 17 mm. Sachant que la fibre vierge du coton fait entre 25 et 30, 31 mm en fonction de la qualité aussi. Donc, par exemple, coton égyptien, 30, autour de 30 et les autres cotons, ça peut être même 21, 22. Donc, en fonction de ça, nous allons décider, l'ingénieur va décider quelle sera la recette pour de pourcentage de vierge qui sera mélangé. Et donc, nous allons faire le mélange. Et après le mélange, nous faisons le cardage. Et après le cardage, nous allons faire le fil. Donc, le fil qui est produit à la fin du recyclage mécanique, la plupart des cas, c'est un fil open-end, mais nous pouvons aussi faire le ring spun. Au niveau nanométrie, nous pouvons faire à partir de NM10, on parlait jusqu'à NM, au moins au CT, on est arrivé jusqu'à NM50. Et donc, ça, c'est le open-end. Si on parle de ring spun, on a besoin d'une nanométrie plus fin. C'est pour ça, en fait, en général, on reste sur les open-end. Et dernièrement, quand on fait les filochages, ou même avant, des fois, on sait qu'on ne pourra pas faire la boucle fermée, donc fibre à fibre ou fibre à fil. Donc, dans ces cas-là, ça peut aussi partir dans la noticée. Ça, c'est vraiment un sujet à part. On va peut-être pouvoir faire un webinaire sur ça, mais c'est juste pour vous donner cette information qu'il y a deux voies. Soit ça va aller en boucle fermée, soit ça peut aller en boucle ouverte, qui peut aussi donner des choses extrêmement intéressantes. Une petite vidéo de SETI, je vous explique maintenant ce que je vous ai montré en pictogramme avec la vidéo. Donc voilà, on a déjà coupé la matière. Donc cette matière commence à aller dans le effilocheur. Et suite, donc là, on commence à récupérer des fibres. Donc là, l'ingénieur est en train de regarder la qualité de la fibre. Voilà. Mais c'est pas juste visuel, hein. Derrière, il y a dans le laboratoire, on va vérifier pas mal de paramètres. On va partir sur ce qu'on appelle, on fait des balles. Et en fonction des résultats dans le laboratoire, donc ils ont décidé s'ils vont faire un mélange, par exemple, 50% vierge, 50% recyclé. Et donc, tout ce que vous voyez un peu blanc cassé, c'est de la vierge et le blanc, c'était le recyclé. Il faut bien les mélanger pour avoir quelque chose de très consistant à la fin et pas pour qu'on a plus. Bon, voilà, il faut bien mélanger. Donc, on la mélange et là, vous allez voir le card. C'est ça la card. Et là, nous partons pour faire des fils derrière. Je vais juste aller chercher une bobine. Voilà, c'est ce genre de bobine que nous allons faire à la fin. Et après, bien sûr, vous faites le produit que vous souhaitez avec. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé de comment ça se passe, vous avez vu la vidéo. Maintenant, on va parler de quels sont les matériaux qui peuvent être recyclés mécaniquement. Maintenant, l'avantage de recyclage mécanique, c'est que on peut recycler tout type de composition. Donc, que ce soit du coton, que ce soit du polyester, que ce soit laine, acrylique, soie, nylon, mais on peut même recycler les mélanges. Donc, un coton polyester peut être recyclé. C'est mieux de savoir quel est le pourcentage de coton et de polyester au départ. Et en fonction de l'utilité finale que vous allez faire de votre fil, on peut ensuite soit le mélanger avec du coton ou polyester. Vous voulez quelque chose qui est très, qui est
qui a une ténacité assez importante, on va utiliser plus le polyester pour la partie vierge, ou souhaiter quelque chose qui soit plus naturel, on va utiliser, on va ajouter du coton. Qu'est-ce qui ne peut pas, qu'est-ce qui pose problème? Par exemple, tout ce qui est plus de 5% d'élastane va poser problème pour le recyclage mécanique. Si vous avez le lurex, donc ça c'est le métal, donc on évite hein, parce que sinon en fait ça va contaminer le fil d'après et quand vous allez essayer de le, admettons faire le tendre, vous allez toujours avoir des petites pièces métalliques et donc le résultat va pas être bon. Tout ce qui est dentelle, broderie anglaise, on ne peut pas mettre dans ces machines, ça ne marche pas. Aussi, les mélanges complexes. Donc, au-delà de deux mélanges, par exemple, coton-polyester, c'est très bien, mais si vous faites des mélanges complexes, techniquement, on peut, mais on évite. On évite de le faire parce que déjà, pour un recycleur, il va pas faire 500 kilos, une tonne, il a besoin vraiment des tonnes et un mélange très complexe. Il va pas tout arrêter pour faire 2, 3 tonnes de ce produit. Mais techniquement, c'est juste pour vous dire qu'on l'évite. Ça, c'est fait. Maintenant, un petit récap sur le recyclage mécanique. L'efficacité matérielle, c'est plutôt faible parce qu'il y a un débit de déchets. Comme je vous ai dit, on a un déchet au niveau des filochages, mais il y aura aussi une petite perte au niveau de cardage. Après, tout va dépendre de quelle est la qualité de fil que vous voulez récupérer. Si vous voulez un fil vraiment très, très sans NEPS, vous avez un cahier de charge extrêmement, euh, je dirais, qualité haute, vous allez avoir genre, même plus que 5%. Donc, on va perdre. Hein. Donc, le 100 kilos va vous donner peut-être 80 kilos à la fin. La consommation d'énergie, ça va dans, c'est vraiment relativement, c'est assez faible hein, par rapport à recyclage thermomécanique ou chimique. Le coût est très faible et le TRL, ce qu'on appelle le Technological Readiness Level, c'est le plus haut. Il n'y a pas du tout de produits chimiques ou très négligeables qui sont utilisés. Donc, tout ça, c'est des points qui aident le recyclage mécanique ça doit être, en fait, si on peut recycler mécaniquement, on doit recycler mécaniquement parce que ça va avoir une empreinte écologique mieux qu'aujourd'hui un recyclage thermomécanique ou chimique. Qu'est-ce qui sort après? Ça peut être un fibre filable, ça peut être un duvet, matériau de remplissage ou fil neuf tout simplement. Les débouchés. Donc, les débouchés donc, dans la prêt-à-porter, donc c'est juste des exemples, on va faire plein d'autres produits. Donc, beaucoup utilisés dans les jeans, beaucoup utilisés dans le t-shirt, les pulls, mais on peut encore une fois faire tout état de produits. Ça, c'est juste, voilà, j'avais 3 exemples à donner, je vous ai donné les plus récurrents. Dans le textile d'ameublement, ça aussi, c'est des débouchés importants. Et l'avantage dans le textile d'ameublement, c'est qu'on peut utiliser des fils plutôt épais. Et donc, le recyclage mécanique peut être une très bonne solution. Et les noticés, donc je vous avais parlé de noticés quand j'ai montré des différentes étapes de recyclage mécanique. Donc aujourd'hui, dans l'isolation, aujourd'hui, il y a des architectes comme Pierre Plume qui sont en train de faire des matériaux pour la décoration d'intérieur, vraiment de très très jolies choses. Ensuite, des matériaux non tissés, par exemple, des petites boîtes, etc. On les voit de plus en plus. Voilà, ce sont des produits intéressants à faire avec des produits textiles recyclés. Les freins. Donc, dans les freins, la première frein, c'est économique. Hein, donc, quand nous recyclons, en général, ça revient plus cher. Pourquoi ça revient plus cher? Parce qu'on a bien vu que toutes les étapes, et c'est surtout l'étape de préparation qui est le plus coûteux. Parce que voilà, il y a une partie qui va toujours rester manuelle, parce que même si vous mettez admettons, vous mettez un jean, un pantalon ou une veste, vous n'allez pas récupérer tout, donc c'est pas 100 kilos qui rentrent que 100 kilos qui va sortir. Et là, je parle que de démantèlement. Au niveau démantèlement, en fonction du produit que nous allons avoir, on peut
avoir une perte entre 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15-20%. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir tout le processus vous allez faire l'effilochage, vous allez faire le mélange et ainsi de suite. Donc, économiquement, aujourd'hui, c'est plus cher. Dans ma vie d'acheteuse, moi, j'avais tendance à payer 20, 30, 40 centimes de plus par mètre, par exemple, pour un jean. Aujourd'hui, ça, c'est peut-être un petit peu plus bas, mais c'était un petit peu plus cher. Il y a certaines entreprises qui sont un petit peu, euh, qui se rétractent, on disait économiquement, je fais quelque chose de recyclé, mais ça me revient plus cher. Euh, je ne souhaite pas le faire. Il y a des freins techniques, les freins techniques, en fait, pourquoi les freins techniques? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité sur la plupart des textiles qui arrivent pour le recyclage parce que en général on ne trouve pas d'étiquette ou quand l'étiquette est là c'est déjà lavé et même de les lire étiquette par étiquette ça coûte très cher et quand il y a les technologies comme on avait bien vu le NIRS aujourd'hui c'est pas 100% fiable donc si vous demandez un 100% coton pour que ce soit pour recycler autant que recycleur les entreprises qui vous donnent ce genre de gizmo vont dire je peux te garantir 95% et pas 100%. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est des freins techniques sur lesquels les centres d'R&D, recycleurs, etc., travaillent à l'arrache-pied. Pareil, techniquement, quand on parle de recyclage mécanique, donc oui, la fibre est moins longue, donc on est obligé d'ajouter de la vierge ou le fil des fois, ou le fil que vous allez faire, ou des fois, oui, pour faire un NM100, c'est pas possible avec le recyclage mécanique. Si vous voulez faire une chemise de bureau, donc vous avez besoin de ces nanométries qui sont très fins. Et donc, comment faire? Donc, pareil, sur toutes ces choses, il y a les centres qui sont en train de travailler. On va jamais il va falloir accepter quelque part que voilà, un produit recyclé va des fois être un petit peu différent, mais c'est comme ça. Et ensuite, il y a le manque d'infrastructures locales et d'échelle. Je vous avais dit que le recyclage mécanique, c'est très ancien et c'était inventé en Europe. Et donc, il y avait des districts qui faisaient beaucoup de recyclage, mais toute cette infrastructure existe peu aujourd'hui pour la tout simple raison que les fibres vierges sont devenues moins chères. Et donc, il y avait vraiment une concurrence entre les deux et donc bien sûr les metteurs en marché préféraient avoir de la fibre vierge moins chère et donc il n'y avait plus cette demande. Aujourd'hui, il y a la Commission européenne travaille pour que ils sont en train d'installer ce qu'on va appeler les rehab. Si je ne me trompe pas, il y en a 5 qui vont voir le jour très, très prochainement où c'est pour recycler vraiment en Europe. Et donc on est en train de travailler sur cette manque d'infrastructures locales avec un objectif de vraiment recycler localement parce que la, tous les déchets sont en Europe. Hein, donc, l'idée, c'est pas de les envoyer plus loin parce que quand on envoie ailleurs, comme on a vu dans le cas de plastique, bah, on a envoyé et ensuite, des fois, on ne sait pas ce que ça devient. Donc, aussi pour avoir cette traçabilité de tout ce qu'on crée comme déchets, ça devient aussi par rapport à certains pays qui commencent à ne plus vouloir récupérer tous ces déchets. Et donc, il y a une demande d'une infrastructure locale. Mais le plus gros problème, d'après moi, c'est vraiment l'absence d'éco-conception. Parce que, comme je vous ai dit, sur la partie économique, technique, monte d'infrastructure, il y a les gouvernements qui travaillent sur ces sujets, il y a les centres
R&D, recycleurs qui travaillent sur le sujet, il y a l'Europe qui travaille sur le sujet pour vraiment donner solution et des réponses à ces problèmes. Mais l'éco-conception, ça, c'est les metteurs en marché. Et aujourd'hui, il y a les produits que nous sommes en train de produire, dessiner, n'est pas du tout conçu pour être recyclé. Donc, admettons demain, c'est économiquement bien, techniquement fiable, et l'infrastructure est là. Mais si ce recycleur n'a pas le gizmo qu'il faut pour pouvoir recycler, c'est absolument impossible pour cette personne de dire je vais le recycler avec un prix qui est bon. C'est impossible. Donc ça, je n'arrête pas de dire si on souhaite, et ce sera même pas un souhait, ce sera une obligation d'utiliser des fibres, des fils, des matériaux recyclés. Il faut derrière qu'on éco-conçoit les produits et on mette en place les systèmes pour que ces produits éco-conçus rentrent dans la boucle de recyclage et c'est seulement là qu'on va vraiment avoir une solution où on va pouvoir intégrer ces produits recyclés dans, dans nos produits de demain. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà quelques exemples de recyclage que CETI a fait. Donc, on travaille beaucoup avec Decathlon. On a fait les premières pilotes avec Okaidi, les t-shirts pour Kenzo et j'aimerais bien citer le projet SCURT où il y a 18 membres sur 5 pays qui travaillent ensemble pour travailler sur le sujet de recyclage et dedans il y a le recyclage mécanique, thermomécanique et chimique où on fait des preuves de concept et ensuite les preuves de concept, c'est l'industriel qui va réutiliser la recette et va dire si oui ou non ce qu'on a fait dans le centre de R&D marche vraiment d'une manière industrielle. Je pense que j'arrive à la fin de ma présentation. Je laisse Antoine présenter les deux projets quelques Oui, projets exactement. d'héritage. On vous reparle rapidement de la cartographie, des solutions de recyclage des textiles, où en fait il en existe une version avec des projets et des solutions de recyclage qui sont mis dessus. Donc ce sont tous ces petits encarts orange. Il y a entre autres les projets qui ont été soutenus par ReFashion dans le cadre du Challenge Innovation, dans notre appel à projets, et qui sont à la fois des projets en boucle ouverte et en boucle fermée. Un exemple de projet que l'on a soutenu en boucle fermée, c'est le projet PAMREC de filature du parc. Donc, qui est un projet d'un fil recyclé en polyamide fait à partir de textiles en fin de vie et qui est un projet qui a été un succès. C'est un fil qui est commercialisé aujourd'hui. Ou un autre projet, par exemple, en boucle ouverte et qui est fait cette fois à partir de non-tissé, c'est le projet Silencio de Vecosta, donc qui est la confection d'un silencieux de VMC à partir de textiles recyclés, où du coup, il y a un cahier des charges assez exigeant sur la matière qui est utilisée pour pouvoir faire ce produit avec des caractéristiques techniques qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre les propriétés de ce silencieux de VMC. On vous laisse découvrir les autres projets et vous avez dessus, du coup, sur la cartographie, un ensemble de noms d'entreprises, de projets qui travaillent dans le recyclage mécanique sur cette section, sur la section qui concerne le recyclage mécanique. Et on a vu qu'il y avait des questions sur des acteurs. On vous enverra dans les réponses de d'autres acteurs qui travaillent sur des projets de recyclage mécanique, notamment les effilocheurs. Manisha, je te Ok, laisse on faire va la faire la conclusion. conclusion avant de commencer les questions-réponses. Donc, la conclusion est simple. Le recyclage n'est plus une option, mais une nécessité, et aussi bien à cause de raréfaction des ressources, mais aussi par la législation. Les technologies de recyclage progressent rapidement et offrent des solutions de qualité. Les trois technologies de recyclage seront nécessaires pour atteindre les objectifs de recyclage. Ça, c'est le rapport de McKinsey qui l'a dit. La collaboration entre les différentes chaînes de valeur est vraiment impérative et dedans, je cite vraiment les metteurs au marché. Il faut qu'ils soient présents, qu'ils essayent d'intégrer ces matériaux de plus en plus et faire de la R&D. C'est comme ça qu'on va progresser ensemble. Et l'éco-conception sera la clé d'un avenir marqué par un recyclage efficace. Voilà, donc on a fini ici avec la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur
email, l'adresse email qui est citée ici. Et bien sûr, pour Antoine, il y a l'adresse email recycle@refashion.fr. Et voilà, merci. Ben, merci beaucoup, Manisha, pour cette présentation. Donc, on va commencer un petit temps de questions-réponses. On va prendre des questions donc dans la partie questions qui ont été posées. Si on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, dans tous les cas, comme je disais au début, on va récupérer ces questions, on va y répondre par écrit. On vous le transmettra, ce document, pour que vous ayez les réponses à toutes vos questions si on n'a pas le temps d'y répondre maintenant. Donc, on va commencer par une première question qui est, alors, Manisha, lors de la coupe des produits, est-ce que ça a une incidence sur la longueur des fibres qui sont extraites avec les filochages? Oui, oui, oui. Donc, quand on va couper, ça sera en fonction de quelle est la composition. Par exemple, c'est du coton. On sait que la fibre du coton, comme je vous ai dit, la fibre vierge est entre 25 et 30 millimètres. Et donc, on va essayer de au moins couper pour avoir, si la qualité au départ elle est bonne, on va pas le couper à 10 centimètres la petite chiquette. On va essayer de garder au moins 20-25 pour que si elle a une bonne qualité, on va récupérer le plus long possible. Si c'est du polyester, ça peut être encore plus long. Donc, ça, c'est la personne qui est vraiment le technicien ou l'ingénieur de recyclage qui va décider au départ quelle est la bonne taille de cette chiquette. Alors, je pense que ça répond aussi à la question qui était de est-ce que l'on est obligé de couper en aussi petits morceaux les textiles euh, qui vont être défibrés ensuite? Je pense que ça répond en partie à cette Oui, question. c'est ça. Alors, il y a une autre question qui est qu'en est-il des caractéristiques mécaniques des fils recyclés? Est-ce qu'il y a une perte de qualité importante ou pas tant que ça? Du coup, je suppose par rapport à un fil fait à partir de fibres vierges. Donc, la réponse est très simple. On va demander au départ à notre client quels sont les paramètres de fil qu'il souhaite avoir avant pour le tricotage ou pour faire le weaving. Et donc, notre client va dire, voilà, tel paramètre, autant d'élongation, autant de ténacité, tout ça. Donc, quand on va défibrer, en fonction de ces paramètres qui sont prédéfinis, nous allons dire, OK, aujourd'hui, la fibre que j'ai obtenue peut me donner ces caractéristiques si je la mélange avec 30% de vierge ou 40% de vierge ou 50% de vierge. Et l'idée derrière, c'est que mécaniquement, on a les mêmes. En fait, la cahier des charges, ce qu'on a comme cahier des charges, ben, on rentre dedans. Donc, ce qu'on va perdre pendant les filochages, on va le compenser par le vierge et un pourcentage de vierge mais derrière, il est hors de question de donner un fil qui se casse, qui n'est pas apte pour être réutilisé. Après, tout va dépendre aussi quel est le produit qu'on va faire. Donc, il y a des produits où on va avoir quelque chose, la régularité va être plus importante que la ténacité. D'autres, la ténacité va être moins importante, et ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de ça que nous allons produire le fil que le filateur a besoin. Pas le filateur, mais voilà, dernière. Alors, merci Manisha. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que les prints sont un problème pour le recyclage? Dans le cas de recyclage mécanique, admettons, vous avez un all-over print qui n'est pas pigmenté, on peut le prendre, hein, c'est un sublimation print. En fait, tout va dépendre du type de print. Après, si vous avez un imprimé, ce qu'on appelle un plastisol sur les t-shirts, admettons, vous avez un très gros plastisol, bon, on va essayer de le couper. Pourquoi on va c'est-à-dire séparer, on va pas le mettre dans la machine. Pourquoi? Parce que même si, admettons, j'arrive à la effilocher, mais ça va créer des contaminations. Donc, si vous avez un tout petit print, je ne sais pas, marqué SETI de 3 fois 5 centimètres, euh, des fois, on le prend tel que, et bah, voilà, il y aura une contamination, mais ce sera moindre. Mais tout ce qui est block print, les imprimés assez massifs, on va essayer de les enlever. Et tout ce qui est all over print, par exemple, la robe que j'ai actuellement, bon, on va la mettre telle qu'elle. Et ensuite, on va mélanger avec la vierge par rapport à la qualité que je souhaite et il y aura une surteinture.
Merci Manisha. La question suivante, c'est est-ce que les textiles doivent être propres pour être recyclés ou y a-t-il des phases de lavage de la matière en amont ou en aval une fois la nouvelle matière filée? On considère que ce qui rentre dans le recyclage est propre parce que et tout ce qui est souillé et tout ça est séparé tout simplement. Donc si c'est huileux, si c'est vraiment sale, si vraiment c'est séparé. Pour deux raisons. Premièrement, ça peut contaminer les machines, hein, ça c'est une des raisons. Deuxième, après, si vous avez mis votre t-shirt et vous l'avez pas lavé avant de le mettre dans la benne, je pense que ça rentre et c'est comme ça. Et ensuite, quand ça va être mais pourquoi on lave, on essaye de pas laver parce que si vous lavez, il faut les sécher. Et donc tout ça, ça va ajouter aussi les coûts, mais aussi l'empreinte de ces produits. Euh, et ça, c'est une des raisons principales. Et donc voilà, aujourd'hui, ce qui est utilisé par des recycleurs, c'est plutôt sec, propre et ce n'est pas lavé. Mais dans certains cas, par exemple, quand on parle de là, c'est pas la textile en prêt-à-porter, mais par exemple, dans le cas des matelas, quand c'est recyclé, des fois, une étape avant pour les décontaminer. On peut décontaminer par d'autres voies que le lavage. Alors, merci Manisha. La question d'après concerne plus, on va dire, les analyses de cycle de vie. Donc, est-ce que vous pouvez recontextualiser les gains environnementaux annoncés en CO2 et du coup, jusqu'à quel stade de la chaîne de valeur ces gains sont valables? Donc, au niveau de la matière première, du fil, des tissus non teints, des tissus teints ou du produit fini? Alors, c'est très simple. Moi, ce que je vous ai montré, que on a récupéré le recyclé, on a fait un fil. À partir de fil, bah, c'est exactement le même processus que un fil si c'était vierge. Donc, on peut considérer qu'à partir de cette stade, on est sur les mêmes étapes. Donc, ça va avoir une empreinte écologique qui sera pareille. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai montré, c'est que j'ai remplacer la vierge par le recyclé. Donc, pendant l'étape de, oui, l'utilisation d'une fibre vierge, comment je peux dire? Donc, si vous êtes en train de cultiver demain du coton et vous faites le fil, et au contrario, vous êtes en train d'utiliser, juste pour titre d'exemple, un 100% recyclé, bah, voilà, le 100% recyclé va avoir une empreinte écologique jusqu'à le fil qui sera beaucoup, beaucoup moins importante. Et à partir de ça, on va rester sur les mêmes empreintes écologiques. Dans le cas de fil recyclé, donc si vous allez le retendre, euh, bah, il faut ajouter ça. Si vous il y a des fois, il n'y a pas de retente aussi, hein, donc il y a un travail sur les couleurs, comment mélanger les couleurs pour avoir des couleurs sans passer par la teinture. Et dans ces cas-là, bah, la partie teinture, vous pouvez aussi l'enlever. J'espère que en fait, moi, je connais le sujet, donc je ne sais pas des fois très, très bien de l'expliquer, mais la personne peut prendre contact avec moi. Je expliquerai mieux si c'est pas trop clair. Merci Manisha, pardon, j'avais le micro coupé. La question d'après, c'est est-ce que le nombre de cylindres, donc lors de l'étape d'effilochage, ça a une incidence sur la finesse des fibres et du fil recyclé? Oui, 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 oui. Alors, est-ce que dans le cas du polycoton, quelle est la fibre polyester, fibre courte, quel est l'impact sur la possibilité de recyclage du fibre à fibre? J'ai pas compris la question. On a Euh, je- un polycoton. Est-ce que c'est possible, je pense, de faire du recyclage fil à fibre avec des vêtements, du coup, à la base, qui sont polycoton, Oui, oui, donc où il y oui. a ce mélange de matières? Oui, donc comme je disais, en fait, admettons on a un polycoton, 60% poly, 40% coton. Donc il faut que je le sache au départ. Il faut aussi que je sache qu'est-ce que souhaite faire ou le client peut me dire et donnez-nous des possibilités. Donc, donc derrière, quand ce que je vais obtenir après l'effilochage, ce sera un polycoton, on est d'accord? Donc dans le polycoton, et en fonction de fibres que je vais obtenir, la longueur, etc., je vais dire si je mélange ça avec la fibre polyester vierge ou la fibre
coton en fonction de ce qu'on souhaite aussi faire derrière. Donc, très bonne ténacité, je vais plutôt dire, j'ajoute du polyester. Plutôt un toucher naturel, je vais ajouter du coton. Et ainsi de suite. Donc, tout va dépendre de qu'est-ce qu'on souhaite faire. Des fois, le client vient vers nous en ayant très clair sur ce qu'il souhaite faire. Des fois, ils nous disent, bah, donnez-nous des solutions, donnez-nous des possibilités. Des fois, la demande, c'est vraiment la finesse de fil. Et dans ces cas-là, bah, si vraiment il faut que le fil soit plus fin, je vais peut-être dire, OK, bah, on va aller plus sur le polyester. Comme ça, je peux ajouter, je peux donner non seulement la finesse, mais aussi la ténacité, ainsi de suite. Merci Manisha. Alors, on va prendre une dernière question pour respecter le timing. Alors, par rapport à ce que vous nous expliquez du coup sur la qualité des fils, est-ce qu'il est possible d'avoir un fil 100% recyclé pour l'habillement? Et si c'est pas possible, pour quelle raison, je pense? Il y a eu des preuves de concept avec 100% recyclé où nous avons utilisé un 70% recyclé, comme je vous ai montré, et un 30% recyclé qui venait d'un recyclage chimique, par exemple, et dans ces cas-là, le résultat est 100% recyclé. Et pourquoi, en général, on ne fait pas 100% recyclé? Je pense que j'ai expliqué que la fibre va perdre ses propriétés mécaniques parce que ça va devenir plus court, et donc on est obligé d'ajouter ajouter de la vierge. Ben, merci beaucoup Manisha pour toutes ces explications. Alors, on a vu toutes les questions, il y a plus d'une cinquantaine de questions, donc on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, comme je disais précédemment, on va récupérer toutes les questions qui ont été posées et on va vous faire une réponse par écrit que l'on vous transmettra d'ici quelques semaines pour que voilà, vous ayez les réponses à vos questions en temps voulu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire sur le recyclage thermomécanique qui aura lieu le 7 décembre. Et nous, d'ici là, on va vous envoyer le support de cette présentation pour que vous puissiez le reconsulter et aller sur les différents liens qui vous ont été présentés si vous voulez les reprendre plus au calme. Merci beaucoup. Merci, merci à tout le monde.